Bonjour à tous, bonjour à toutes. Yael, je pense que the floor is yours. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez l'écran évidemment, parce que c'est quand même plus pratique. Je voulais super. Donc moi, je suis Yael Técher, je suis consultante en communication digitale et membre de la DTEM. Je suis coprésidente avec Hervé du Club Expérience Client qui vous accueille aujourd'hui pour cette table ronde, conférence autour des avis clients. Je voulais alors très rapidement vous parler de la DTEM. Voilà, et ensuite, je vais laisser Hervé prendre la parole sur tout le reste. La DTEM, c'est le premier réseau professionnel des métiers du marketing en France. On a plus de 1000 membres et on couvre tous les métiers du marketing et tous les secteurs donc, et toutes les expertises. Donc, ça va de l'expérience client à la data, au search et évidemment beaucoup plus. Les membres, on couvre tous les secteurs, qu'ils soient B2B ou B2C et toutes les tailles d'entreprises, puisqu'on a des entreprises qui sont très grosses entreprises, moyennes, TPE, jusqu'aux indépendants et aux consultants qui font partie de la DTEM. Juste pour vous donner, alors je vais juste changer de slide parce qu'il y a quelques petits chiffres intéressants, mais c'est 65% d'annonceurs et 30% qui se répartissent dans des agences, des sociétés d'études, de conseils et même des institutionnels. Voilà, l'offre de la DTEM est extrêmement riche autour des expertises du marketing, mais ils ont été rangés en 3 piliers. Le premier pilier, c'est un pilier autour de la culture marketing qui retrace les grandes tendances du marketing. Le deuxième pilier, c'est autour des expertises métiers. Donc là, on est plus dans des pôles thématiques. Et le troisième pilier, c'est un pilier autour du réseau qui permet aux différents membres de s'interconnecter. Et tout ça, c'est fondé sur un pilier global et général qui est le marketing responsable, qui est travaillé depuis plus de 20 ans à la DTEM. Voilà, on a déjà fait, nous on a repris avec Hervé le club il y a quelques mois et on a déjà fait une étude autour des attentes clients, des points de contact, des canaux et des délais de réponse des clients. C'était une étude qu'on a fait avec le cabinet IQO, qui est passionnante, que je vous invite à regarder, qui est disponible en replay sans problème. Vous pourrez trouver sur le site de la DTEM. Mais là, je vais vous laisser en compagnie de Hervé Seboula, qui est DG de Skippers, et Marianne Chapalan, qui est directrice e-commerce de JJA, voilà, sur les avis clients. Eh bien, merci Yael pour cette introduction. En effet, j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette conférence avec Marianne Chapalin, que nous retrouverons tout à l'heure pour un témoignage client. Le sujet du jour, c'est avis client, comment corriger une mauvaise note. Alors, je vais essayer de rendre évidemment cette conférence la plus œcuménique possible. Pour autant, je ne peux pas cacher que je suis donc un des cofondateurs de Skippers, et Skippers est la société. Nous sommes une société de logiciels dans le monde de l'expérience et de l'engagement client, et nous sommes leaders notamment sur les avis en ligne, avec une marque que vous connaissez sans doute tous qui s'appelle Avis Vérifié. Et donc, même si je vais parler de façon très, je dirais, générale, œcuménique, il n'empêche que Marianne est une cliente de Avis Vérifié, donc de Skippers, et elle fera un témoignage client, donc elle parlera un moment évidemment de notre marque. Mais c'était plus facile pour moi de trouver un client Skippers que de trouver un client d'un concurrent. On va entamer tout de suite cette conférence, si vous le voulez bien.
Pour passer à la slide suivante, j'imagine que je clique dessus. Non, hop, voilà. Est-ce que là, vous voyez la slide, il est écrit avis client, comment corriger une mauvaise note. Vous voyez bien cette slide, c'est parfait. Donc, j'ai compris quand ça fonctionnait, c'est magnifique. Donc, c'est le titre de cette conférence. Et pour cadrer les choses, on va, je dirais, reprendre quelques chiffres de manière, je dirais, à évoquer le sujet de manière très, très lointaine, mais de manière à bien cadrer et savoir de quoi on parle. Alors, les avis clients en ligne sont évidemment, depuis maintenant, on va dire un peu plus de 10 ans, sont devenus incontournables parce que presque tous les consommateurs, ici c'est une étude d'Opinion System qui date de 2020, mais ça a progressé depuis. Donc en 2020, déjà 88% des consommateurs se disent consulter des avis avant de faire un acte d'achat sur Internet. Et évidemment, en fonction des secteurs dont on parle, le chiffre peut être encore plus haut. Dans le monde de l'hospitality, c'est-à-dire réservation d'hôtels ou de restaurants, par exemple, le pourcentage de consommateurs qui consultent les avis avant de passer à l'acte d'achat frôle les 100%. Évidemment, les consommateurs que nous sommes tous, nous sommes tous attentifs à la véracité et à l'authenticité des avis, ça va de soi. Et d'ailleurs, on a plus tendance à croire, je dis on parce que je m'inclus dedans, mais le chiffre que vous avez sous les yeux, c'est 68% tiré toujours de cette étude. Donc, on a plus tendance à croire, lorsqu'on regarde des avis, on a tendance à croire l'authenticité quand il y a des avis positifs et des avis négatifs. S'il n'y a que des avis positifs, on dit tiens, c'est peut-être louche. Et d'ailleurs, ça peut arriver, on le verra tout à l'heure, les faux avis peuvent arriver. Alors, toujours pour cadrer un peu les choses, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment corriger une mauvaise note d'avis client, je dirais quelques définitions et quelques rappels pour ceux qui nous écoutent, dont je suis persuadé certains de ces rappels seront inutiles, mais je pense que pour bien cadrer les choses, c'est important de les rappeler. Il y a plusieurs sortes d'avis. Il y a des avis produits. C'est généralement la note que vous retrouvez à côté d'un produit sur un site Internet. Donc, cette note, elle est sur 5. C'est important de le noter, vous le verrez dans quelques secondes au slide suivant pourquoi je dis ça. Et à côté, il y a un nombre d'avis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'avis, il reprend, c'est un nombre dont le point de départ peut être le début de la collaboration entre le fournisseur d'avis de la solution d'avis client et la marque. Si ici, les produits Chef Club sont, je dirais, partenaires ou clients de Skippers, en l'occurrence, c'est un exemple Skippers avis vérifié depuis 10 ans, le nombre d'avis, c'est depuis 10 ans. En l'occurrence, là, ce n'est pas le cas pour ce produit-là, parce que sinon, il y aurait beaucoup plus que 95 avis. En revanche, la note moyenne que vous voyez ici sur 5 est une note sur les 5 dernières années. Ça, c'est ce dont je vous parle, c'est une question de normes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais pas tous, du marché des avis clients qui respectent des normes. En l'occurrence, il y a 2 normes qui régissent ce marché. C'est la norme AFNOR NF Z74 501, désolé pour ces éléments techniques, et puis la norme ISO 20488. Bon. Et dans cette norme, on dit notamment que le nombre d'avis, ça peut être sur la période depuis le début de la collaboration, mais le nombre d'avis depuis le début de la collaboration, la note sur 5, elle, c'est 5 ans maximum. Ces avis produits servent à, vous vous en doutez, générer de la réassurance, puisque ce sont des consommateurs qui parlent, entre guillemets, à des consommateurs. C'est l'avis d'un consommateur que l'on regarde, c'est l'avis des consommateurs que l'on regarde. Et donc, en tant que consommateur, je fais plus confiance à mes pairs qu'au discours marketing, désolé pour le terme d'une marque. Et puis, ils servent surtout à optimiser le taux de conversion, puisque lorsque je vais sur une fiche produit et qu'il y a des avis très, très positifs, et non seulement il y a des notes, mais il y a des verbatims, alors je peux me dire, tiens, j'ai confiance et je vais acheter aussi ce produit-là. Ça, ce sont pour les avis produits. Il y a aussi des avis marques, qu'on appelle plutôt des notes marques, et là, qui concernent, non pas, comme son nom l'indique, un produit, mais plutôt une marque, donc un site Internet. Et là, j'ai fait exprès de vous mettre à droite un exemple qui concerne en effet Chef Club, parce que pendant pas mal de temps, les entreprises nous demandaient de mettre une note sur 10, c'est-à-dire de transférer les nombres d'étoiles qui, par la norme, sont sur 5, sur 10.
On le faisait jusqu'à il n'y a pas longtemps pour faire plaisir à nos clients, mais en réalité, la norme, c'est sur 5. Et donc, c'est sur 5 étoiles. Et donc, depuis très très peu de temps, je pense que c'est depuis septembre dernier, on a décidé de se remettre dans la norme et peu à peu, nous faisons passer l'ensemble de nos clients d'une note sur 10 à une note sur 5 lorsque ça concerne le site Internet. Alors évidemment, comme il nous faut l'aide de nos clients pour pouvoir faire cette transformation, ce n'est pas immédiat, mais il n'empêche que peu à peu, tous les sites Internet vont aussi avoir une note sur 5 et non pas une note sur 10. Je vois que dans le chat, il y a des questions. Je vous promets d'y revenir tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est une très, très bonne chose. Ces notes servent à augmenter évidemment la crédibilité du site Internet en question. Et ce qui est important, c'est de savoir que la note et les commentaires qui sont associés à ces notes aident à améliorer le SEO. Donc, ça vous fait remonter dans les pages Google, ce qui permet finalement de créer du trafic vers votre site web. Donc, la note marque est aussi importante que les avis produits. La note marque servant au trafic, la note produit servant plutôt à la conversion. J'espère que ces éléments ne vous auront pas trop barbé, j'en suis désolé parce que c'est un peu technique. Et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, comme je vous ai dit que j'essaie de faire une présentation œcuménique, je présente finalement l'ensemble des acteurs du marché. J'espère ne pas en avoir oublié. Et en tout cas, ce sont les principaux acteurs, évidemment, du marché. Il se peut qu'il y ait d'autres petits acteurs. Donc, il y a des avis marques, comme je le disais à l'instant, des avis produits, des avis magasins également. Et vous avez sur ces 3 territoires des acteurs qui sont soit différents. Par exemple, Trustpilot ne fait pas d'avis magasin, Ecomi non plus, Critisar ne fait pas d'avis marque ou d'avis produit. Et d'un autre côté, vous avez Google et Avis Vérifié qui, ces 2 marques, sont sur l'ensemble du spectre. Comment récolter les avis? Eh bien, pour ce qui est il y a, je dirais, plusieurs façons de récolter les avis. La façon la plus commune, c'est lorsqu'il y a une interaction entre une marque et un client. La marque notifie son provider et le provider va envoyer au client une sollicitation. C'est généralement un email. Ça peut être aussi un SMS. Et l'idée, c'est que le client va cliquer sur un lien et va se retrouver sur une page telle que vous la voyez à droite de votre écran. Et on va lui demander, alors la marque choisit ce qu'elle lui demande, est-ce qu'on veut une note sur le site, une note sur les produits ou sur quel produit, etc. Évidemment, on ne parle que des produits qui ont été achetés par la marque. C'est important de le noter parce que, vous le verrez tout à l'heure, que certains acteurs du marché ne procèdent pas de cette façon, c'est-à-dire qu'ils n'envoient pas de sollicitation. Ça crée évidemment des distorsions dont on va parler dans quelques minutes. Mais la bonne façon, en tout cas la façon normée par la norme AFNOR, de faire ce métier, c'est après une interaction avec un acte d'achat, alors on envoie une sollicitation. Il existe une autre façon, toujours dans la norme AFNOR, c'est de faire ce qu'on appelle des gifted reviews. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, ou ce sont des avis récompensés. Et là, l'idée, ce n'est pas un acte d'achat qui déclenche la sollicitation, c'est le fait qu'une marque offre un produit à un testeur. Évidemment, c'est donc réservé à un très petit nombre de clients et ce n'est pas très courant, mais ça se fait. Donc, la marque peut offrir un produit à un testeur en lui disant, voilà, la contrepartie du fait qu'on t'offre cet objet, ce produit, c'est que tu nous donnes ton avis et que nous puissions le publier. Donc, c'est ce qu'on appelle des gifted reviews et ça se fait généralement avant un lancement de produit. Puisque vous le savez, je l'ai dit d'entrée dans cette conférence, la note client, l'avis client est très important pour aller vers la conversion. Eh bien, certaines marques, et pas mal dans la beauty ou dans le fashion, utilisent ces gifted reviews. Donc, par exemple, envoient à une sélection de clients quelques produits. Ces clients font des commentaires, mettent des notes, et la marque va afficher le commentaire et la note sur son site dès le premier jour du lancement produit, ce qui facilite en effet les premières ventes. C'est ce qu'on appelle des gifted reviews. Mais c'est, je dirais, une petite partie
du business des avis clients. Mais ça existe, donc je me devais de le signaler. Et puis, on verra dans quelques minutes qu'il y a des acteurs, et notamment Google et Trustpilot, pour ne pas les citer, qui, eux, choisissent de ne pas respecter les normes AFNOR et ISO et ne permettent à des internautes de laisser des avis sans même avoir consommé, sans même avoir utilisé des produits ou des services. On verra ce que ça crée comme problématique dans quelques minutes. Donc ça, c'était comment récolter un avis. Et on va maintenant arriver dans le cœur du sujet, c'est les mauvaises notes d'avis client. Alors, on va commencer par une première question qui est, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise note? Eh bien, quand on sait que 95% des ventes se font sur des produits ou des services qui ont minimum 3,5 étoiles sur 5, eh bien, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que un produit qui n'a pas 3,5 sur 5 au minimum a une mauvaise note. Une mauvaise note, c'est en dessous de 3,5. C'est ça ce que l'on peut conclure de cette première information qui sort d'ailleurs d'une étude de McKinsey il y a un peu plus d'un an. Donc, c'est une étude très, très sérieuse qui est, alors certes, elle est américaine, mais c'est une étude qui a porté sur des dizaines de milliers de produits et avec des segments, des secteurs industriels, etc. Mais ce qu'il en ressort, c'est voilà, 95% des ventes sont avec des produits au-dessus de 3,5 étoiles. On peut en conclure qu'en dessous de 3,5, c'est une mauvaise note. D'ailleurs, il y a des produits qui ont des très, très mauvaises notes, comme, par exemple comme une étoile, et bien quand on passe de 1 à 4 étoiles, en fait, et c'est toujours tiré de cette étude, les chiffres montrent que les ventes sont multipliées par 3. Donc, évidemment, vous comprenez intuitivement qu'il faut être au-dessus de 3,5. Et je vais même aller plus loin, toujours tiré de cette étude, qui était hyper intéressante, que vous pouvez retrouver sur Internet, et qui s'appelle l'étude 5-Star Growth de McKinsey en août 2021. Eh bien, cette étude nous dit que l'augmentation de 0,1 point, au-delà de 4 en fait, en réalité, l'augmentation de 0,1 point sur le nombre d'étoiles augmente les ventes de 6%. Donc, c'est quand même très, très conséquent. C'est très intéressant, justement, de travailler sa note. Alors, évidemment, quand on est à 4,5, on n'a pas une mauvaise note. On ne peut pas dire qu'on a une mauvaise note. C'est une bonne note, puisque au-dessus de 3,5. Mais on peut toujours améliorer. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça fait des ventes additionnelles. Alors, est-ce qu'on peut avoir une mauvaise note à votre insu, pour reprendre, à la suite de son plein gré, pour reprendre une phrase que les moins de 40 et quelques années comprendront, puisque c'est une référence à nos guignols de Canal+. Oui, c'est possible. C'est possible parce que, justement, je le disais tout à l'heure, Google et Trustpilot donnent la possibilité à des internautes de laisser une note et un avis sans avoir la certitude que les personnes qui laissent ces avis ont consommé ou ont utilisé ou ont acheté les produits. Aucune trace. Ce qui crée de la distorsion sur le marché. Cette distorsion peut être de deux natures. Il peut y avoir de la concurrence déloyale. C'est-à-dire, je suis un restaurateur, j'ai un autre restaurateur en face de la rue là, j'écris sur Internet, sur Google ou sur Trustpilot que j'ai mangé chez lui et que c'était dégueulasse. Évidemment, je le fais de façon anonyme. Et je demande à tous mes petits copains de faire la même chose. Et donc, la note Trustpilot ou Google de ce restaurant qui est en face du mien va être absolument déplorable. Évidemment, c'est de la concurrence déloyale. C'est peut-être même attaquable en justice. Sauf que comme c'est anonyme, c'est compliqué quand même de trouver qui est le coupable, même si on peut se douter que c'est le voisin d'en face. Toujours est-il que techniquement, c'est possible sur Google et Trustpilot, ce qui ne l'est pas, vous l'avez bien compris, sur d'autres acteurs du marché, avis vérifié par exemple, mais il y en a d'autres, sur lesquels ceci n'est pas possible. Quand l'avis est sollicité, ce que je viens de dire n'est pas possible. Quand l'avis n'est pas sollicité, c'est possible de détruire, de faire de la concurrence déloyale. À l'inverse, alors là, on ne va pas parler de mauvaise note, mais on va parler d'une autre forme de tricherie. Il est possible d'acheter des faux avis. C'est-à-dire, j'achète un pack, généralement, c'est des sociétés qui sont extérieures à la France, qui louent de la force humaine, qui va aller sur Trustpilot et sur Google, mettre
des commentaires totalement farfelus, des très très bonnes notes ou des très très mauvaises d'ailleurs, hein, ça dépend ce que l'on veut. Et donc on achète finalement des packs du temps homme pour aller déposer des avis sur des sites comme Google et Trustpilot, puisqu'on n'a pas besoin d'être sollicité pour déposer des avis. Donc évidemment, attention aux faux avis, on ne peut que dire ça, et il vaut mieux utiliser des providers, des fournisseurs qui respectent les normes. Alors, évidemment, je suis bien placé en tant que skipper pour parler d'avis vérifiés, mais ce n'est pas la seule société qui fait des avis sollicités. Mais en tout cas, celle que vous avez ici à l'écran n'utilise pas des avis sollicités. Donc, ce n'est pas des sociétés que je recommanderais ou pas. Quoi qu'il arrive, Google est incontournable. En revanche, ce que l'on peut remarquer aussi, et ce que je dois ajouter ici, c'est que la note Google ou la note Trustpilot sont toujours plus défavorables que la note avis vérifié, par exemple. On verra tout à l'heure que l'on peut compenser ça, mais toujours plus défavorable parce que justement, n'importe qui peut laisser son avis, et notamment des avis qui sont des faux avis négatifs. Donc, c'est un constat, la note Google et la note Trustpilot sont toujours inférieures aux notes des providers qui, eux, font des avis sollicités. Comment corriger une mauvaise note, qui est la promesse que je vous ai faite? Il y a plusieurs façons de le faire. Alors, la première, je dirais que c'est presque une lapalissade, c'est l'amélioration intrinsèque. Évidemment, si vous améliorez votre service, si vous améliorez vos produits, si vous faites plus de qualité, évidemment, ça va améliorer vos notes. Et donc, c'est la façon, je dirais, la plus naturelle, mais c'est la moins simple. Et c'est la moins, je dirais, il y a de la technique dans les produits ou dans les services, mais il n'y a pas de technique en matière d'avis. En revanche, il y a des techniques en matière d'avis en tant que tel. La première de ces techniques, c'est ce qu'on appelle le rééquilibrage des notes. En anglais, on appelle ça review balancing. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous le disais à l'instant, certains providers, dont Avis Vérifié, font des avis sollicités et qui sont toujours meilleurs que les avis Trustpilot ou Google. Eh bien, il y a une fonctionnalité qui est disponible chez certains providers qui est que lorsque quelqu'un laisse un avis positif, on lui suggère, il y a juste un clic à faire pour l'internaute, on lui suggère de rebalancer son avis sur Trustpilot ou sur Google. Et ça permet de faire remonter comme les notes, je vous dis, des providers de services sollicités. Alors, je vais faire simple, avis vérifié par exemple. Donc, comme la note avis vérifié est toujours plus haute que l'avis Trustpilot, mais de manière parfois très très forte, Marianne nous en parlera tout à l'heure, eh bien, il suffit de proposer aux personnes qui mettent des bons commentaires, et là, en matière de review balancing, vous avez le choix de proposer à Pierre, à Paul ou à Jacques de republier son commentaire sur Trustpilot. Vous n'êtes pas obligé de tout republier. Parce que je vais faire une petite digression que j'aurais peut-être dû faire tout à l'heure. En matière d'avis client, les normes NF et la norme ISO nous imposent, en tant que provider qui respectons la norme, nous imposent de publier tous les avis positifs comme les avis négatifs. Je vous le disais d'ailleurs en entrée de cette conférence, c'est important d'avoir à la fois des avis négatifs et des avis positifs parce que ça donne de la crédibilité. En tout cas, on est obligé de publier tous les avis. On verra dans quelques minutes que sur les avis négatifs, il y a de la modération possible. Mais on est obligé de publier tous les avis. Malgré tout, les notes avis vérifiés sont toujours supérieures aux notes Trustpilot. Et en matière de review balancing, on peut choisir lesquelles parmi les personnes qui ont laissé des avis, auxquelles on propose de rebalancer l'avis sur Trustpilot. Et donc, pour tous ceux qui mettent des très bonnes notes, on peut leur dire, eh bien, si vous le souhaitez, il suffit que vous cochiez là et votre avis sera aussi publié sur Trustpilot et sur Google. Ce faisant, puisque on balance une note meilleure sur un site où la note est moins bonne, eh bien, mécaniquement, ça fait augmenter la moyenne. Alors, évidemment, il faut du volume pour que ça augmente, mais ça fait son effet, et Marianne nous donnera un exemple tout à l'heure. Une deuxième technique, c'est la modération. Donc, en effet, tout à l'heure, je vous parlais
Depuis tout à l'heure, je vous parle des normes que certains acteurs du marché respectent. Et dans ces normes, il y a l'obligation de publier tous les avis positifs, les avis négatifs. En revanche, pour les avis négatifs, on a une possibilité de faire de la modération. De la modération, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les publier. La modération, c'est deux choses très précises. Il y a d'abord une première chose qui est une modération automatique. Et là, elle ne concerne d'ailleurs pas que les avis négatifs, elle concerne tous les avis. La modération automatique, c'est la modération qui, de manière automatisée, va supprimer des commentaires. Je ne parle pas de la note, je parle du commentaire, du verbatim qui accompagne. Ça supprime du commentaire tout ce qui est donné à caractère personnel, un nom, un numéro de téléphone, un numéro de compte bancaire, tout ce qui est insulte, tout ce qui a un caractère racial. Voilà, tout ça, c'est supprimé automatiquement, que ce soit dans les avis positifs ou négatifs. Mais pour les avis négatifs, il y a une deuxième partie de la modération qui est comme une garde de triage, où on dit à la marque, tiens, cet avis, selon les critères que vous avez définis, il est négatif. Très bien. Vous avez donc 10 jours, à partir de maintenant, pour discuter en offline, avec l'internaute qui a laissé cet avis. Puis je vous rappelle que dans le cas, par exemple, de Skippers de Avis Vérifié, on connaît l'internaute puisqu'on l'a sollicité. Donc, on le connaît très, très bien. Il n'est pas anonyme. Donc, cet internaute, enfin, il n'est pas anonyme. En tout cas, même s'il utilise peut-être un pseudo, on peut lui parler à cet internaute. Donc, cet internaute, on vous propose de discuter pendant 10 jours avec lui en off pour comprendre pourquoi il a mis ce commentaire, éventuellement résoudre son problème de manière à ce qu'il nous mette un autre commentaire. Vous avez 10 jours pour ce faire. Au bout de 10 jours, finalement, on regarde l'état des lieux. Soit le client, l'internaute n'a pas souhaité changer son avis et l'avis initial est publié, soit parce que vous avez dialogué avec lui, vous avez réussi à lui faire changer d'avis, et auquel cas, c'est l'avis changé, modifié, qui est publié. Donc ça, c'est aussi une façon de faire finalement remonter une mauvaise note, c'est de discuter en off pendant 10 jours, tout ça est très cadré, avec son client, de manière à lui faire changer d'avis. L'autre technique, la dernière technique, c'est la syndication. Qu'est-ce que c'est que la syndication? En fait, c'est l'avant-dernière technique. Qu'est-ce que c'est que cette syndication? C'est la capacité, finalement, à échanger du contenu. Alors, il y a plusieurs syndications. Il y a une première syndication qui est une syndication interne. Imaginez que vous soyez une marque avec un site Internet français, un site Internet italien, un site Internet espagnol. Vous avez des clients qui donnent des avis sur des produits ou sur votre site en français, en italien, en espagnol. Eh bien, nous avons la possibilité, en l'occurrence chez Avis Vérifié, de faire en sorte que les avis des clients italiens sur les produits, si tant est que ce soit les mêmes produits, bien évidemment, donc les produits peuvent être échangés entre sites Internet et la traduction se fait automatiquement. Alors évidemment, dans l'avis, par exemple, du site français, quand ça provient d'un avis du site italien, c'est exprimé, c'est en clair. Il n'y a pas de mensonge. On dit bien que c'est un avis qui est traduit de l'italien. Donc, on a la possibilité finalement d'avoir sur le site Internet français l'ensemble des avis des produits par les consommateurs français, ces mêmes produits par les consommateurs italiens et ces mêmes produits par les consommateurs espagnols. Ce qui permet d'augmenter le nombre d'avis. Et on sait que le nombre d'avis et le nombre de commentaires permettent une meilleure remontée en SEO, donc une remontée dans les pages Google. Donc finalement, tout ça, cette syndication, ça sert à remonter dans les pages Google. Et ça, c'est ce qu'on appelle la syndication interne, c'est-à-dire entre vos propres sites à vous, si vous avez des sites différents qui sont soit des sites de pays, soit même des sites, parce qu'il y a certains clients ou certaines sociétés qui ont des sites Internet qui sont tous français, qui sont des sites différents, mais qui vendent les mêmes produits. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, on peut aussi faire de la syndication de cette façon-là. Et puis, il y a deux autres syndications, la syndication normale et la reverse. Qu'est-ce que c'est que la syndication normale? C'est finalement le partage d'avis qui sont récupérés par une marque et qui sont envoyés à des distributeurs. Imaginez que je suis un fournisseur de pneus, un créateur, un fabricant de pneus, Michelin, Goodyear, etc. Et je travaille avec Feu Vert, Noroto,
que sais-je, enfin, des distributeurs automobiles. Je récupère des avis clients sur mon ou mes sites web à moi, et grâce à l'outil de syndication, je les publie, les avis que je récupère, je les publie pas seulement sur mes sites internet à moi, je les publie également sur les sites internet de Feu Vert, de Noroto, etc. Ce qui permet, by the way, d'améliorer finalement lorsque quelqu'un sur Noroto ou sur Feu Vert, sur les sites internet de Noroto ou Feu Vert, vont chercher des pneus, mes pneus à moi, en tant que provider, en tant que fournisseur, vont remonter dans le moteur de recherche Google plus que ceux des concurrents parce qu'il y aura plus d'avis et de meilleures notes. Donc ça, c'est la syndication du fabricant vers les distributeurs. Et la reverse syndication, c'est l'inverse. On a la capacité de prendre les avis clients qui sont déposés sur les sites des distributeurs vers les marques. Donc, si je vous cite Michelin, Goodyear, Noroto, Feu Vert, c'est une chose, mais je pourrais très bien citer Clarins, Guerlain, je ne sais pas quoi, Givenchy, et les distributeurs comme Mariano, Sephora, Nocibé, etc. Et ça marche comme ça dans cet univers avec la syndication. Et donc, la syndication sert finalement à publier des bonnes notes d'un site vers d'autres sites, et ça sert à faire de la remontée SEO. Donc, c'est très, très positif. Et la dernière technique, c'est qui va peut-être être un peu moins parlante, c'est un module de questions-réponses. L'idée, c'est que lorsque je suis un client, que je cherche de l'information sur un produit, certes, je vais regarder les notes et les commentaires qui concernent ce produit, mais certains fournisseurs, et Avis Vérifié le fait, donnent la possibilité finalement de dialoguer entre clients. C'est-à-dire que je vais pouvoir, sur le site internet, directement de la marque en question, bonjour, voilà, je m'intéresse à tel produit, j'ai lu les avis, ils sont pas mal, mais est-ce que vous pouvez me préciser ceci? Et la question qui est posée par l'internaute arrive dans un back-office chez notre client, notre entreprise cliente, qui elle-même décide soit de répondre directement au client, soit de laisser sa communauté de clients répondre à ce client. Et ce faisant, évidemment, ça permet une meilleure transformation, ça augmente la conversion. Mais by the way, ça améliore finalement quelque part les avis clients, puisque ce sont de nouveau des clients qui vont dialoguer en direct, on asynchrone, mais via un module de questions-réponses sur le site internet. Donc, ce sont des clients qui vont répondre eux-mêmes aux clients, si vous choisissez ça, ou la marque qui prend des experts internes ou externes, des experts du sujet qui vont répondre aux clients. Et ce faisant, finalement, quelque part, ça améliore l'avis client. Ça n'améliore pas la note en tant que telle, mais ça améliore l'avis client, ça lui donne plus d'informations et ça facilite la conversion. Voilà, donc je vais rapidement refaire une petite synthèse. Finalement, pour corriger une mauvaise note, évidemment, au-delà d'améliorer le produit ou le service en tant que tel, on a le rééquilibrage des notes en passant des bonnes notes vers des sites qui ont des moins bonnes notes. Il y a la modération, il y a la capacité à dialoguer en off avec un client, la syndication, la capacité d'échanger des contenus qui sont, en l'occurrence ici, des notes et des verbatim, et la capacité à faire dialoguer des clients entre eux, ce qui améliore finalement l'avis sur les produits. Voilà. Ce sont ces techniques-là que l'on met à la disposition de nos clients pour améliorer des notes si jamais il y a besoin. Et alors, ce que je vais faire maintenant, je vais céder la parole à Marianne Chapalin, qui est donc directrice e-commerce d'une superbe société qui fait du mobilier, mais elle va nous en parler dans quelques secondes, qui, il se trouve, nous fait l'honneur d'être notre cliente chez Avis Vérifié, chez Skippers, et qui a vécu le fait d'avoir une très mauvaise note. Elle va nous décrire les circonstances et comment elle a fait pour corriger cette note. Donc, Marianne, je vais te laisser le micro. Tu le racontes tellement bien que je ne veux pas en dire plus. Oh, attends, tu me mets une pression là. Écoutez, bonjour à tous. Alors, effectivement, je travaille pour le groupe JJA. C'est un groupe, on se définit comme des industriels de marque. Notre métier, c'est d'acheter
de revendre des produits de décoration et d'ameublement. On a 4 marques principales qui sont décrites sur la slide que vous voyez. Donc Atmosfera, qui est une marque de décoration d'intérieur, Espérit, qui est une marque de mobilier outdoor, du mobilier de jardin, Five, qui sont des produits d'utilitaire de la maison, petit prix smart, orientés autour des 5 pièces principales, et puis Secret Gourmet, qui est une marque consacrée aux arts de la table. Alors, au sein de ce groupe, qui est un groupe familial, qui existe depuis 45 ans, qui fait environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, on fait du e-commerce. On est assez avant-gardiste sur le digital et au sein de ce digital, moi, je dirige la partie e-commerce B2C, représentée par les 3 sites de marque à date, que sont Atmosfera, Espérit et Five. Alors, l'intérêt de mon intervention, il est plutôt de vous communiquer, vous partager une expérience qu'on a vécue sur Espérit. Et on a été, comme tout le monde, très, très impacté lors du Covid. Et donc, en 2020, par la fermeture, au moins dans un premier temps, obligatoire de nos locaux et de nos entrepôts. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, on a fermé boutique du jour au lendemain. On a fermé nos bureaux, les entrepôts, comme je viens de le dire. Rapidement, on a vu l'engouement pendant le confinement des consommateurs et finalement, on a constaté que la consommation perdurait sur le web. Et donc, rapidement, on s'est dit qu'il y avait quand même un truc à faire et qu'il serait éventuellement nécessaire de rouvrir à minima nos sites web. Alors, toute l'entreprise s'est organisée. Il faut comprendre qu'on est un peu plus de 300 collaborateurs au siège. Donc, le temps de mettre tous les outils de chat, de visio en place, on est rapidement redevenu opérationnel. Et du coup, après quelques jours de fermeture complète, y compris nos sites, on a rouvert les sites web. On a rouvert les sites web. Et du coup, Espérit notamment, mais on n'a pas rouvert tout de suite les populations en entrepôt parce que tout simplement en entrepôt, si on rouvrait, ça obligeait les collaborateurs à être présents physiquement et c'était inenvisageable à l'époque. Donc, on s'est dit qu'on allait continuer à enregistrer des commandes clients et puis que tout simplement, dès qu'on serait en capacité de rouvrir les entrepôts, on allait les expédier, les préparer, les expédier. Ce qui s'est passé, c'est que sur Espérit, qui vend, je vous le rappelle, du mobilier de jardin, l'engouement a été extrêmement fort. La consommation outdoor s'est envolée. Tous les consommateurs étant bloqués chez eux à une période où il faisait beau et chaud, ont juste voulu aménager leurs extérieurs. Et donc, le site Espérit a littéralement explosé. On enregistrait plusieurs milliers de commandes jour. C'est un site qui faisait déjà un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais là, clairement, on a multiplié l'activité par 3 du jour au lendemain. Donc, le backlog logistique, le nombre de commandes qu'on a enregistrées a été décuplé, tant et si bien que quand on a rouvert les entrepôts 2 semaines plus tard, on s'est retrouvé complètement submergé à la fois par l'historique de commandes qui avait été enregistré durant les 2 semaines de fermeture et qu'il fallait maintenant traiter et expédier, et puis par le flot de commandes qui continuait à arriver, parce que évidemment, l'engouement n'a pas duré que 2 semaines, donc on a continué à recevoir des milliers de commandes. Donc, évidemment, on a eu beau staffer, multiplier les équipes localement en entrepôt, surstaffer notre service client. On a fait appel à des sociétés, à des prestataires pour renforcer nos équipes au call center, etc., pour informer les clients, les consommateurs du statut de leur commande et de là où on en était. Ça n'a pas suffi. On s'est complètement laissé submerger. Et on n'a pas réussi à résorber notre retard de commande avant 1 mois et demi. Alors évidemment, les avis clients, qui pourtant jusque-là étaient très bons, puisqu'on avait une note marque qui était au-delà de 4 sur Espérit, qui est aujourd'hui leader du mobilier outdoor en France. Les gens étaient très satisfaits jusqu'à présent, et là, la note s'est très très fortement dégradée
et c'est normal puisque le service s'est dégradé également, le temps de livraison et sur la disponibilité du service client qui était complètement submergé d'appels. Et donc, les clients attendaient leurs commandes qui avaient parfois plusieurs jours, parfois plus d'une semaine, 2 semaines de retard. Et surtout, quand ils essayaient d'appeler le service client, personne ne répondait. Et vous savez ce que c'est quand un consommateur est mécontent et quand il est inquiet sur sa commande, il appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois et du coup, ça monopolisait complètement les lignes du service client qui étaient incapables de traiter l'ensemble des dossiers en temps et en heure. Donc, les avis se sont complètement dégradés, la note s'est dégradée. Tant et si bien qu'à la fin de la saison, à la fin de l'année 2020, donc on avait commencé 2020 à plus de 4, on termine l'année 2020, on était passé en dessous de 3 chez Avis Vérifié et on a constaté que notre note marque sur Trustpilot était de 1,6. Là, c'était devenu catastrophique et complètement rédhibitoire. Donc, il a fallu agir et dès 2021, ce que j'ai fait, bêtement ou pas, en tout cas, ne connaissant pas à l'époque la solution proposée par Skippers et donc Avis Vérifié, avec qui nous travaillons déjà, j'ai contacté Trustpilot en me disant qu'on allait signer un contrat avec eux pour pouvoir contrôler les notes et travailler avec eux à l'amélioration de cette note qui devait absolument remonter de manière très sensible avant le début de la saison 2021, c'est-à-dire qu'on était globalement au dernier trimestre 2020. Il fallait qu'avant le mois de mars, la note soit remontée suffisamment pour entamer la saison avec de bonnes statistiques de vente. J'allais signer avec Trustpilot quand j'ai eu le commercial Skippers, notre commercial Skippers en ligne qui nous suit régulièrement et qui me dit, donc je lui partage les faits en disant que c'est quand même… Ce n'est pas moi, je précise. Non, ce n'est pas moi le commercial. C'est pas Hervé. Et du coup, je lui partage les faits. Et je lui explique que 2020, ça a été à la fois une année extrêmement performante pour nous et qu'en même temps, on a vu ces notes se dégrader et qu'il faut absolument faire quelque chose. Donc, je lui dis en toute transparence que je m'adresse à Trustpilot en complément de la solution. Et là, Yann, notre commercial, me dit, mais écoute, c'est dommage que tu ne m'en aies pas parlé avant parce que on a une solution, ça s'appelle le Review Balancing et ça aurait été parfait pour toi. Il m'explique de quoi il s'agit. Donc, Hervé vous en a parlé juste avant. Et finalement, je comprends qu'en fait, je peux faire une économie substantielle parce que j'ai plus besoin de signer avec Trustpilot et donc de payer un abonnement supplémentaire. Et du coup, grâce à à l'option Review Balancing, que du coup, je décide de prendre, je peux modérer les avis et travailler la note avis vérifiée aussi bien que celle de Trustpilot. J'annule les démarches et les discussions qui étaient en cours avec Trustpilot, je signe Review Balancing et on décide main dans la main du nombre d'avis ou du moins des proportions d'avis clients que l'on souhaite reverser sur Trustpilot, et à partir de quelle notation on va le faire. Et très très bonne nouvelle, on passe de 1,6 à plus de 3 avant le mois de mars. Et en cours de saison, on arrive avant la fin de la saison. Donc, il faut comprendre que le plus gros de la saison Espéride, c'est mars, fin juin. Et avant fin juin, on retrouve une note de 4. Et une note de 4, aussi bien sur Avis Vérifié que sur Trustpilot, ce qui était extrêmement positif, puisque je vous le rappelle, je n'ai pas eu besoin de gérer 2 prestataires différents et j'ai pu tout piloter. Et à partir grâce à notre partenariat avec Skippers et en bénéficiant de leur accompagnement et de leur expertise, puisqu'on a décidé ensemble de comment on allait procéder pour relever cette note Trustpilot. Voilà, ça a été efficace. J'ai trouvé que l'exemple était parlant, significatif. L'idée, c'est de dire que de montrer que ça peut arriver à tout le monde. Au moment, des situations exceptionnelles peuvent générer
à la fois des crises de croissance et une baisse des prestations de services que l'on peut proposer aux consommateurs, ça arrive et du coup, clairement, le review balancing est une solution que j'ai jugée efficace et qui a fait ses preuves, en tout cas en ce qui me concerne. Merci Marianne pour ce témoignage on ne peut plus limpide et on ne peut plus éclairant pour les personnes qui regardent cette conférence. Il y a sur le chat quelques questions, donc nous allons y répondre peut-être ensemble d'ailleurs, peut-être qu'on a tous des réponses ici. Je les prends dans l'ordre, mais n'hésitez pas à continuer à en poser. Et si vous avez des questions à poser à Marianne, allez-y directement. Voilà, je veux parler à Marianne, n'hésitez pas. Nous sommes là, enfin Marianne en tout cas sera ravie d'y répondre. Qu'en est-il de ces règles note moyenne sur 5 ans pour les avis Google, TripAdvisor, Booking. Eh bien, je vais répondre de manière très très simple. Étant donné que je ne sais pas si TripAdvisor ou Booking respectent la norme ISO 438, qui est une norme internationale, mais Google, en tout cas, je sais qu'ils ne la respectent pas puisqu'ils ne sollicitent pas les avis. Donc, je ne peux pas dire si oui ou non ils prennent les notes sur 5 ans, sur 1 an, depuis toujours. Je ne sais pas. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Et il faudrait vérifier si TripAdvisor ou Booking respectent les normes. J'aurais tendance à dire comme ça que, en tout cas, pour l'avoir vécu en tant que client, TripAdvisor, n'importe qui peut mettre un commentaire sur un restaurant sans même y avoir été, puisqu'il suffit d'aller sur l'app et mettre un commentaire. Donc, a priori, ils ne respectent pas les normes. Booking, je ne pense pas qu'on puisse mettre un avis sur un hôtel ou sur une résidence quelconque sans avoir été invité à le faire par Booking. Donc, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est plus clean côté Booking que TripAdvisor. Mais c'est juste mon impression de client, pas une impression de professionnel. Question quelque peu juridique. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de ces normes? Alors là, c'est très, très intéressant. C'est des sanctions financières qui sont importantes. Je n'ai pas les montants en tête et puis ça dépend des cas. Mais alors évidemment, premièrement, la première sanction, c'est si jamais on ne respecte pas les normes, on se fait retirer la norme. Ça, c'est une première chose. Mais pour ce qui est de la norme ISO, si on ne respecte pas certaines choses, par exemple, si on ne fait pas de modération et qu'on laisse des informations à caractère racial, insulte, etc., dans les commentaires, là, ou des informations de type personnel, là, ça tombe carrément sous le joug de la CNIL, qui met des sanctions financières énormes. Dans certains cas, j'imagine même que ça puisse aller au pénal pour le chef d'entreprise. Mais en tout cas, je sais que les sanctions financières peuvent être énormes si la CNIL vient démontrer qu'il y a un problème sur le respect des datas personnelles. Pour ce qui est juste de ne pas respecter les normes, par exemple, sur la période de publication, honnêtement, je n'ai pas l'information en tant que telle parce que je n'ai pas creusé les sanctions imposées par la norme, mais à minima, on se fait retirer la norme. Or, la norme et le fait de dire qu'on respecte la norme, c'est très important pour nos clients. Lorsqu'on est une marque comme GGA, de savoir que son fournisseur respecte les règles du jeu, va solliciter dans tel cas et pas tel autre, fait ceci et pas cela, etc. C'est très important pour les clients de savoir qu'on respecte les normes. Et ce périmètre réglementaire, pour répondre à la question suivante de Nicolas, est-ce elle s'applique pour le B2C, B2B? Alors, en l'occurrence, nous, on fait du B2B, 2C, on fait aussi du B2B, 2B, et cette norme, elle s'applique à tout le monde. Donc, elle s'applique pour le B2B, elle s'applique pour le B2C. À partir du moment où on sollicite des avis, qui sont des avis clients professionnels ou des avis clients consommateurs, c'est la même chose, tous les avis sont concernés. Où situez-vous les influenceurs dans ce processus de relation client? Ça, c'est une très très bonne question. Il se trouve que parmi dans les logiciels que propose Skippers, nous sommes les leaders mondiaux du nano, et de la nano et de la micro-influence, c'est-à-dire des solutions qui permettent de gérer
les influenceurs qui ont entre 2000 et 50 000 followers. En dessous de 2000, ce n'est pas des influenceurs. Au-dessus de 2000, ça devient des macro-influenceurs. Donc, la nano et micro-influence, 2000 à 5000, nous les gérons. Et en fait, on utilise de temps en temps ces influenceurs en tant que testeurs. C'est-à-dire que les marques qui sont nos clientes leur envoient en avance de phase, avant des lancements produits, leur envoient des produits. Donc, ils sélectionnent quelques influenceurs, 10, 20 influenceurs, qui, par exemple, pour la beauté ou le fashion, sont souvent des influenceuses, et leur envoient des produits, ils les testent, et ces influenceurs font une gifted review, donc une revue, une revue, en tout cas, donne un avis récompensé, c'est comme ça que ça s'appelle en français. Et donc, ils donnent un avis, ils mettent une note et un commentaire qui peut être publié. Alors, j'ai perdu l'écran, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Ah, voilà, hop, c'est revenu, merci. Donc, les influenceurs peuvent servir pour les gifted reviews. Par ailleurs, les influenceurs ont un rôle, mais qui est différent de celui des clients. Et là, peut-être que la question de Léa partait sur un thème légèrement différent de gifted reviews. Les influenceurs sont là pour donner des avis sur des produits. Alors, on les sollicite ou on ne les sollicite pas. C'est au choix. Et là, les avis d'influenceurs, s'ils sont sollicités, ça s'appelle des gifted reviews, ils peuvent être publiés sur le site internet des marques. S'ils ne sont pas sollicités, la marque, là, ça ne passe pas par des sociétés comme avis vérifié, mais ça passe plutôt par des sociétés d'influence. Et là, c'est fait pour être publié sur les réseaux sociaux, que la marque peut, par ailleurs, reprendre à son compte ensuite sur son site internet si elle le souhaite. Mais ça n'a pas la même vocation. Ça n'a pas une vocation de notation, ça a vraiment une vocation d'influenceur et c'est tagué comme étant influenceur. Donc oui, les influenceurs donnent des avis, leur avis, mais ça ne rentre pas dans le cadre des avis clients qui sont très, très normés, sauf pour ce qui s'appelle les gifted reviews. Et là, c'est très clairement indiqué. D'ailleurs, sur le site internet, c'est indiqué, hein, avis récompensé. Hein, c'est gifted reviews. Il y a un petit cadeau, hein, donc on ne peut pas se tromper. La publication d'avis Google de produits distribués, je suis désolé, je ne comprends pas très bien la question. Si Marianne ou Yael, vous comprenez la question mieux que moi, la publication d'avis Google de produits distribués est-elle possible ? Je ne sais pas ce que c'est qu'un produit distribué. Donc, je suis désolé. Bon, si vous voulez bien préciser votre question, monsieur ou madame, participant anonyme. C'est peut-être un site distributeur et du coup, il n'est pas propriétaire des. Enfin, il n'est pas, comment dire. Si l'achat est fait, si c'est un distributeur et que l'achat est fait sur son site, il est propriétaire de l'avis, donc il peut le publier. Ouais, c'est ça. C'est un avis produit et c'est l'avis produit qui. Mais du coup, comme il est distributeur, la personne pense peut-être que l'avis produit revient à la marque et non aussi distributeur. En tout cas, la propriété de l'avis. Il a précisé. En réalité, la propriété de l'avis est distributeur et que je veux publier les avis de mon fournisseur. Ah oui, d'accord. Donc là, dans ces cas-là, on est dans ce qui s'appelle la syndication. C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. Là, il y a, pour être très concret, hein, je vais essayer de répondre très concrètement, après je vais remonter aux autres questions, c'est si le fournisseur est client Skippers, c'est le distributeur est client Skippers, nous, on a le pont entre les deux et c'est une API qui permet de publier les avis du fournisseur sur le site du distributeur et ça s'appelle de la syndication. C'est la définition même de la syndication. Donc oui, on peut le faire. Oui, c'est possible techniquement, oui, c'est possible juridiquement. Il faut juste que les deux soient d'accord et pour ça, il suffit qu'ils soient clients. Quel est votre avis sur ImoAdvisor ? Je ne connais pas ce site, j'en suis désolé. Donc, s'il fonctionne comme avis vérifié et qu'il respecte toutes les normes, c'est certainement un bon site. Je ne le connais pas, donc je ne peux pas me prononcer. Comment fonctionne le review balancing vers Google ? Le client doit quand même avoir un compte Google pour publier. Oui, oui.
Je crois que le client doit avoir un compte Google. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Oui, le client doit avoir un compte. Très intéressante. Je crois qu'on doit avoir un compte Google pour publier. Et comment ça fonctionne techniquement? C'est juste une case à cocher pour le client et ça, nous envoyons le flux. En effet, puisque nous avons sollicité le client et qu'on sait qui c'est, on peut en effet les retrouver. Et donc, en effet, il faut un compte Google, il faut un compte Gmail pour que ce soit publié, en effet. L'heure tourne, il nous reste vraiment quelques minutes. Les avis vérifiés alimentent-ils les avis Google? Oui. Ou ce sont deux éléments bien distincts? C'est le cas d'une possibilité de les corréler? Oui, comme je viens de le dire, en fait, les avis, alors ce sont des éléments bien distincts, oui, mais est-ce que les avis vérifiés peuvent alimenter Google? Oui, via ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le review balancing, et c'est une case à cocher. En fait, c'est une option que la marque peut prendre, comme Marianne l'a pris pour GGA, et c'est au choix de l'internaute de cliquer ou pas cette petite case qui fait que son avis va être publié sur Google ou pas. J'ai un merci de Nicolas, un merci de Léa. Je vous remercie, vous, d'avoir participé. Voilà. Si vous avez encore une ou deux questions ma question sur la sanction a été motivée par une condamnation en 2021 pour faux avis des migrants via My Google Business. Oui, moi, je suis ravi que des sanctions, des condamnations soient prises contre des sites qui publient des faux avis. Voilà. C'est sûr que les faux avis, c'est mon combat. C'est le combat chez Skippers parce que ça vient évidemment troubler le marché. Et si des faux avis ont été déposés sur Google My Business, enfin, c'est comme ça s'appelle, GMB, hein, Google My Business. Donc, si des faux avis ont été déposés et qu'il y a une sanction qui a été prise contre Google, eh ben, ça va peut-être inciter Google à changer son fusil d'épaule. Et c'est une très, très bonne chose. Donc, merci Léa d'avoir posé cette question. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup à vous tous et vous toutes d'avoir écouté cette conférence. Merci surtout à Marianne d'avoir partagé son expérience client. Merci à elle pour ton intro. Et comme Corentin vient de vous le mettre dans le chat, il y a une petite enquête de satisfaction qui... j'aurais préféré qu'elle soit faite avec un outil Skippers, mais ce n'est pas le cas. C'est un outil Google, ce n'est pas grave, c'est la vie. Mais je vous invite à y répondre quand même. Via le lien que vous avez dans le chat, vous pouvez répondre à cette petite enquête qui, j'espère, montrera que cette conférence vous a plu, qu'elle vous a servi. En tout cas, vous retrouverez le replay de cette conférence sur le site internet de l'ADTEM. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. À bientôt. Très bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.